Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans. Je suis une personne grosse, pansexuelle, demi-sexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Aujourd'hui, je reçois la personne recommandée par Hokulani, saison 2, épisode 7. Elle-même recommandée par Emma, saison 1, épisode 6. J'adore ce concept. Pour le moment, nous ne sommes que 2 étrangers, mais je ne compte pas le rester. Découvrons ensemble qui elle est. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui, les oiseaux chantent et il fait beau. Bienvenue, Mahanaho. C'est ça. Merci, je suis Voilà. désolée. Non, t'inquiète. Je l'ai vraiment travaillé fort, je l'ai dit toute la matinée. Non, mais t'inquiète pas. En vrai, mon prénom entier, c'est Mahanaho, mais Ok. tout le monde m'appelle Mahana. Mahana, ok. Voilà. Ok, je vais le réécrire comme ça. Mahana. Et ton pronom, c'est Elle. Très bien. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, cette question, c'est la grande... C'est mon gros questionnement en ce moment. Ok. De base, je suis bisexuelle. Ok. Le problème, c'est que ma relation avec les hommes est très compliquée. Donc, c'est-à-dire que je veux même pas les toucher du bout de l'ongle. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. En ce moment, je me questionne énormément là-dessus. Est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis bi? J'ai eu plus de relations dans ma vie avec des femmes qu'avec des hommes. Ok. Et merci pour ça. Et les seules relations que j'ai eues avec les hommes, ça s'est relativement passé assez OK. Ok. Mais c'était jamais rien de transcendant. Du coup, alors qu'avec les femmes, c'était vraiment mon cœur qui battait fort. Voilà. Mais la seule chose qui me fait dire que j'aime toujours les hommes, c'est juste que je les trouve quand même vachement beaux. Ouais. Mais c'est juste dès qu'ils ouvrent leur bouche, tout d'un coup, ils perdent, mais moins 1000 en aura, et je n'en peux plus. C'est mon gros délire, c'est les hommes. J'adore les films d'horreur. J'adore Ok. les films d'horreur et surtout les slashers. Ok. Parce que les mecs qui jouent les slashers, Michael Myers, tout ça, Ouais. trop beau. Ok. Pourquoi? Parce qu'on voit pas leur visage et on n'entend pas leur voix, ils parlent pas, ils se taisent. Et ça, il y a rien de plus sexy qu'un homme qui ne parle pas et à qui on ne voit pas le visage et qui a des énormes tétés. Alors là, mais à voir. Mais à voir, ok, Voilà. ça marche. Mais on n'est pas que queer. Alors, comment tu te définirais en tant que personne? Déjà, je suis tahitienne, Mhm. comme Hokulani, du coup. Je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans pour mes études en art. Et je suis restée ici même après ma licence, voilà. Ok. Donc, je dirais juste que je suis une personne de couleur queer qui a grandi dans un milieu très religieux, mais Ok. qui a eu la chance de ne pas avoir autant de trauma, je dirais pas une bonne relation avec ses parents, mais qui ont eu des parents qui l'ont bien accepté quand même. Ok. Donc voilà. Et une artiste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment occupes-tu tes journées? Alors moi, je suis assistante d'éducation, donc Ouais. tout le monde appelle ça pionne, on peut dire pionne, hein, je m'en fiche. Ouais. Dans un lycée public général, technologie et professionnel, mécanique, automobile et électrique. Ok. J'adore ce métier. Ouais. Avant ça, j'ai fait 2 ans de restauration horrible. Pour qui que ce soit qui souhaite faire la restauration, ne le faites pas. Si c'est pas votre passion dans la vie. Surtout serveur, c'est horrible. On se rend compte à quel point les gens sont stupides quand on est serveur, c'est dingue. Mais non, maintenant, je suis assistante d'éducation. C'est ma meilleure amie et ma coloc qui, elle, de base, travaillait dans ce lycée. Et comme elle a vu que j'étais malheureuse, j'étais vraiment dans le plus bas de ma vie. J'allais pas bien psychologiquement, physiquement, j'étais fatiguée. Je finissais tous mes chiffres vers 23h minuit, j'en pouvais plus. Et du coup, elle m'a dit, c'est bon, démissionne et viens travailler au lycée. Et puis Ouais. voilà. Mais moi, j'avais peur parce que j'adore les gosses. Mais là, c'est des lycéens. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais avoir zéro autorité, en fait, quand je vais arriver. Parce qu'on est plus proche de leur âge Bah que ça. En vrai, c'est un très bon boulot. J'adore. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur le bal de fin d'année. Oh non, ils font ça! Des terminales, ouais. Mais c'est trop mimes! Ouais, c'est adorable. En vrai, ils vont grave me manquer. Faut pas leur Oui. dire. Mais ils vont grave me manquer. Mais ils me rendent fou. Là, pour l'instant, ils me rendent complètement fou. Ouais. Et comme c'est une école publique aussi, on a énormément d'élèves qui sont dans le besoin émotionnel, qui ont besoin de communication et qui ont des vies vraiment pas faciles. Surtout dans le côté des professionnels, c'est très, très compliqué. Et ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu arrives à faire des parallèles avec ta propre scolarité?
Non, parce que le truc avec moi, c'est que... alors, ce qu'il faut savoir sur la Polynésie française, sur Tahiti, c'est que le taux de pauvreté est de 60%. Ok. Moi, j'ai eu la chance d'être au-dessus de ce seuil de pauvreté. Donc, Ok. je ne peux pas dire que je comprends ces gamins. Je ne pourrais jamais le dire. Hmm. J'ai vécu privilégié toute ma vie. Ok. Mes parents ont toujours eu du travail stable et ma mère a toujours bien gagné sa vie. Donc, à ce niveau-là, j'ai toujours été très à l'aise. Ok. Donc, forcément, pouvoir comprendre les élèves à ce niveau-là, parce que beaucoup d'élèves viennent de situations précaires et voilà. Donc, ça, je pourrais jamais comprendre. Maintenant, ce que je peux éventuellement comprendre, c'est surtout leur relation avec les parents, parce que vivre avec des parents de couleur qui ont sacrifié beaucoup dans leur vie, surtout eux, Ouais. qui souvent viennent de familles issues de l'immigration. Ouais. Quand on sait que nos parents, ils ont sacrifié énormément de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus durs avec nous. La communication se fait pas facilement. La santé mentale, c'est pas des choses qui se parlent avec les parents. Ouais. Parce qu'ils auront l'impression d'avoir tout raté, ou ils ont l'impression que c'est quelque chose qui n'existait pas à leur époque ou dans leur pays. Donc, Ouais, du et puis coup, il y a voilà, cette injonction à tant que t'es heureux ou tant que t'es C'est ça. heureuse, tu vois. c'est ça. Bah non. Et c'est surtout qu'il y a cette espèce de reconnaissance que tu es obligé d'avoir. Oui. C'est que, comment ça, t'es triste, t'as pas le droit d'être triste. Moi, j'ai sacrifié toute ma vie, je suis Oui. venue dans ce pays pour toi, donc voilà. Mm. Donc en fait, c'est très très dur, mais ça, c'est quelque chose que, à la limite, je peux un petit peu relate avec les élèves. Ouais. Dans le sens où moi, mes parents, j'ai toujours vécu à Tahiti, ça n'a pas de souci. Ouais. Mais mes parents, c'est des gros bosseurs. Ils ont bossé Ouais. du bas jusqu'en haut. Ouais. Et du coup, forcément, ils ont été durs avec moi depuis que j'étais petite. Plus gentils, je pense, que quand même, que beaucoup de... Voilà. Mais le sujet de ma santé mentale, tout ça, ça a été des sujets très compliqués à avoir avec mes parents pendant un long Ouais. moment. Mais du coup, oui, on peut avoir ces grandes discussions. Les traumas générationnels, Ouais. les traumas coloniaux aussi, c'est quelque Ouais. chose que je peux vraiment parler avec les élèves. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours été plus proche des élèves de pro, parce que la majorité des élèves de pro sont des élèves de couleur. Ok. Du coup, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu mes chouchous aussi. Même si des fois, ils me rendent fou, mais c'est un peu mes chouchous. Ouais, et puis t'arrives à avoir cette relation particulière avec eux, quoi. Ouais. C'est vrai, cool. ouais. Parce que, enfin, moi aussi, j'étais pionne, du coup. Ouais. C'était vraiment la bonne planque. On a le droit de faire ce métier si ça n'a pas changé depuis mon époque. Ouais. 6 ans maximum. Oui. C'est ça restait. Ok, c'est 6 ans. On n'est pas trop mal payé. On a toutes les vacances scolaires. Donc, en vrai, si on a l'occasion même de faire une année de césure avant de passer à autre chose, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'est trop bien. Ça me Ouais. permet de rentrer à Tahiti, voir mes parents En plus, ouais. pour les vacances de décembre en général. Alors, Super. Alors, quelles sont tes passions et comment te ressources-tu? j'adore chanter. Ouais. J'adore la musique. Je crois qu'un de mes rêves ultimes, ce serait de devenir chanteuse. Ok. J'ai beaucoup de soutien de mon père de ce côté-là. Du coup, là, mon main goal, on va dire, c'est de pouvoir essayer de participer à The Voice. Ok. Sauf que, comme j'ai dit, mes parents sont des gros travailleurs. Donc, mes parents me soutiennent dans tout ce que je veux faire, ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que mes parents, ils sont « Ok, tu vas faire ça, c'est pas pour aller t'amuser, en fait. T'y vas, c'est pour gagner. » Donc, mon père, il me dit « C'est très bien, t'aimes chanter, tu sais chanter, mais je te paye des cours de chant. Donc, tu me les trouves, tes cours de chant, et après seulement, tu pourras aller à The Voice. » Je suis bon, d'accord. Mais là, on a une salle de musique au lycée où je travaille. Ok. Donc, le lundi, je termine à 18h en général. J'aime bien squatter la salle de musique, parce qu'il je suis toute seule et je m'amuse un peu. Trop bien. Ouais, j'adore ça. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Alors, Ou tes coming in peut-être? j'ai découvert ma bisexualité de la manière la moins romantique et la moins mignonne du monde. En gros, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille très religieuse. Ok. Très religieuse, j'abuse peut-être un tout petit peu. Mes parents étaient croyants, mais pas non plus très pratiquants. Donc Ok. ça va. Mais j'ai toujours été dans des écoles privées. Ok. Parce que, comme je disais, mes parents étaient très stricts. Du coup, mes parents choisissaient les écoles selon le nombre de personnes qui y travaillaient, qu'ils connaissaient. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, impossible de faire de la merde, impossible de faire n'importe quoi, de sécher les cours, hors de question. Tout le monde le saurait. Mon professeur de français, ma professeure de n'importe quoi aurait pu cafeter à mes parents direct. Donc, toujours dans des écoles privées, toujours dans du coup, des écoles catholiques, sauf le lycée où j'étais dans des écoles protestantes. Ok. Et du coup, forcément, j'avais des cours de catéchisme. Ils nous ont jamais parlé de tout ce qui était LGBT ou identité de genre. Mais du coup, à côté, on avait aussi des cours d'éducation sexuelle, mais on n'en a jamais parlé. Je ne sais pas si c'est propre à mon époque ou si c'est propre au type d'école dans laquelle j'étais. Ok. Je ne sais rien. D'accord. Et du coup, c'est des choses à laquelle je me suis jamais questionnée, quoi. Ok. Un jour, dans ma puberté, où je découvre la sexualité, je découvre les envies,
j'ai découvert le yaoi. Voilà, où j'étais une grosse fan d'animé, de manga. J'étais dans ma période un peu weeb, un peu le Japon, c'est trop bien. Du coup, j'ai découvert le yaoi, donc j'étais en mode c'est dingue parce que quand je lis du yaoi, ça me fait tout chaud, ça me fait quelque chose, ça m'émoustille, tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est trop mimes. Et je me suis jamais intéressée au yuri. Du coup, la même chose, mais pour des relations entre deux femmes. Ok. Et c'était des potes à moi, je crois, qui est très fan d'animé, qui m'en avaient parlé aussi. Mais elles non plus, elles lisaient pas ça, elles regardaient pas ça, mais elles m'ont juste dit, oui, ça existe, le contraire de yaoi, c'est yuri. Je me suis dit, je vais essayer de regarder un pour voir. Donc, j'en ai regardé un qui s'appelle Strawberry Panic. Ok. Pire yuri, je pense, à regarder pour commencer. Mais du coup, parce qu'il y a les mêmes codes qu'un yaoi, mais c'est les codes un peu genre non consentis, enfin les trucs. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Le yuri? Ouais. Alors, le yuri, c'est un type de manga / animé Ok. où on met en place une relation romantique entre deux femmes. Ouais. Voilà. Et le yaori? Et le yaoi, c'est exactement pareil, mais Ah oui. avec deux hommes. Ok. Le problème, c'est que, surtout, en tout cas dans ma jeunesse, le type de yaoi et yuri qu'on avait à l'époque, c'était vraiment... même aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'était vraiment des relations pas très consenties, pas très... voilà, il y a beaucoup de relations sexuelles dans ces mangas. Ok. Et beaucoup de non, je veux pas, me touche pas, mais beaucoup de forcing. Voilà. D'accord. Et à l'époque, c'était... Même aujourd'hui, encore une fois, c'est très romantisé, c'est Ok. très... oui, mais c'est sexy, oui, mais c'est hot. Bleh, voilà. Ok. Donc, Mais c'est que, du coup, que à l'écrit? en manga. Du En coup, manga, oui. Ouais, c'est des images et pareil pour les animés, Ok. là, carrément en animation. Quoi. Donc, Ok. Mais t'as une version animée aussi? Voilà. Ok, ça marche. Manga et animé. Mhm. Ok. Donc, du coup, voilà, j'ai découvert Strawberry Panic. Ouais. Je l'ai regardé parce que c'était un animé. Je crois pas qu'il y a de manga, je sais pas. Ok. Et il y a eu une partie où les deux filles commencent à se toucher, commencent à faire des choses. Et je me suis dit, je comprends pas là. Ça m'émoustille de la même manière que regarder deux hommes se toucher m'émoustille. Du coup, j'ai paniqué. J'étais pas bien. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas aimer les femmes. Et ça m'avait dégoûtée pendant très longtemps. Ok. Où j'étais au lycée, j'en parlais à personne. Je disais, non, c'est pas possible. Je peux pas aimer les femmes. Ça me terrifiait en fait. Franchement, ça me terrifiait. Alors que mes parents n'ont jamais eu de discours homophobes. Enfin. Si, mon père, c'est les slurs habituels, les insultes habituelles quand quelqu'un l'énervait ou quoi, c'est des choses qui sortaient facilement. D'accord. Ma mère, elle nous a toujours dit, si un jour vous aimez la personne du même sexe, je vous aimerai toujours. Elle a toujours été très open là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi ça me terrifiait. J'étais au lycée, j'étais une ado, je découvrais encore ma vie et forcément, tous les gens de l'école se moquaient un peu de ça, tu vois. Enfin, c'était l'âge, c'était l'époque, voilà. Ok. Donc j'avais peur. Et un jour, ma mère nous a acheté un livre à mon frère et moi, parce que ma mère nous offrait des livres pour les grands questionnements de... c'est quoi la vie, quoi? C'est quoi la vie? Ouais. Et elle nous a offert le manuel de Titeuf, le guide du zizi sexuel. Ok. Et il y avait une page là-dedans sur l'orientation sexuelle. Ok. Et en fait, ce livre, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, je l'ai vu passer sur Ouais. Je sais qu'il a été réédité pour que ça soit plus à jour aujourd'hui. Ok. Mais à l'époque, c'était... tu avais des cases avec grosses questions et c'est un peu je sais plus, je crois que c'est Titeuf qui répond, c'est enfin bref, t'as compris. Ouais. Et il y avait une grosse question où c'était, est-ce que c'est normal pour un garçon d'aimer un autre garçon et une fille d'aimer une autre fille? Et en gros, t'avais un gros texte en dessous où il disait c'était totalement normal. Il disait qu'un homme peut aimer une femme comme un homme peut aimer un homme, pareil pour les femmes et tout. C'est rien de génétique, c'est rien de bizarre et il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a aussi des gens, enfin dans ce qui est écrit dans le paragraphe, c'est écrit. Il y a aussi des gens qui peuvent aimer les filles au début et puis plus tard dans la vie découvrent qu'ils préfèrent les garçons, etc. Ou, voilà. Et en fait, ça m'a fait une espèce d'épiphanie. Je me suis dit, si Titeuf dit que c'est OK, c'est que c'est OK. Trop bien. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je suis bi, je l'assume, tout va bien dans ma vie. J'en ai parlé avec mon meilleur ami / cousin de l'époque qui lui aussi se disait bisexuel à l'époque. Aujourd'hui il est gay, voilà. Qui se questionnait bisexuel et du coup on était tous les deux un peu dans le secret, un peu oh my god on est tous les deux bi et même ça devenait un autre trait de personnalité en mode on est trop cool, on n'est pas comme les autres. Donc je l'ai plutôt bien accepté très vite dès que j'ai eu Titeuf, le guide du zizi sexuel, voilà. Mais c'est trop bien parce que quand il est sorti ce bouquin, moi j'étais un peu plus âgée, tu vois. Donc j'étais très contente que ça existe.
Vraiment parce qu'il était très, très, très facile d'accès. Mhm. Titeuf était vraiment très, très, très connu. Donc, Ouais. vraiment, c'est super que ça soit sorti, ça. Et c'est bien qu'il soit mis à jour. Ben, je crois qu'il a été mis à jour parce que maintenant, il y a les questionnements de genre dans Trop le bien. nouveau manuel, je crois. Je Ok. crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a tellement de bouquins aujourd'hui qui sortent là-dessus. Enfin, Ouais. c'est vraiment super. Bah là, tu vois, on a acheté à mon enfant la collection Le Petit Illustré de l'intimité. C'est vachement bien. Il y en a un sur la vulve, il y a un deuxième sur le pénis et tout ce qui va autour, évidemment. Le troisième, c'est sur les conceptions, l'adoption, les familles, la parentalité est vachement bien. Et le dernier, on ne l'a pas encore acheté, hein, ce sera pour plus tard. Ce sera vraiment sur les questions d'identité, de consentement, etc. Et puis ensuite, une deuxième partie sur la sexualité. C'est vraiment des bouquins qui sont très, très, très riches. Je conseille vraiment beaucoup. Ok. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler de ton coming out le plus positif? Ou les plus positifs? Alors, j'en ai pas fait beaucoup, Ok. en vrai, parce que je l'avais fait à mon groupe d'amis de l'époque, qui sont encore mes amis aujourd'hui, mais elles sont à Tahiti maintenant, donc on se voit un peu moins. Ça s'est super bien passé. C'est vraiment les personnes avec qui j'avais le moins peur de leur dire, quoi, parce que je savais que ça allait être OK. Maintenant, les seules personnes à qui j'ai vraiment fait mon coming out, c'était vraiment ma famille. Ok. Donc, mon frère, mes parents et ma grand-mère, du côté de ma mère, du coup. Ma grand-mère maternelle. Le truc, c'est que le premier personne, c'était mon frère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon petit frère. Ouais. Il a que 2 ans de moins que moi. C'est Ok. l'amour de ma vie. Ok. Je l'adore, je l'aime énormément. Hmm. Et rien que de penser à lui, c'est ça qui m'a fait traverser les passages les plus durs de ma vie. En Ok. fait. Sincèrement, je l'aime énormément. Hmm. Et un jour, il était en train de jouer à la Play. J'étais au lycée. Ouais. Donc forcément, il ne faut pas l'emmerder quand il joue à la Play. Et je lui fais Rotou, je veux te parler. Et il me fait t'es sérieuse là? Je suis en train de jouer. Attends 2 secondes. Je dis non, c'est important. Donc du coup, il se lève, il me fait quoi? Et tu sais, vraiment de manière Ouais. très frère, tu vois. Et je lui fais ouais, bah, c'est juste pour te dire, bah, je suis bisexuelle, quoi. Et je voulais te le dire. Et il me regarde, il me fait ok. Je peux retourner jouer ou pas? Du coup, je dis, ah bah super! Donc, lui, ça a été vraiment le truc le plus facile et le plus, voilà, j'avais pas trop peur de ce qu'il pensait Ouais. parce que je savais qu'il m'aimait de toute façon. Bon, après, moi, je dis mon petit frère, mais en fait, il fait 1m87 et 100 kilos. Hein. Alors, lui, je sais pas si les gens voient à quoi ressemble vraiment un Polynésien, mais lui, il a la carrure du Polynésien, quoi. C'est... Ouais, malheureusement, la seule figure que j'ai polynésienne, Maui. c'est Maui. Ouais. Voilà, bah voilà. Non mais vraiment, juste il a pas les cheveux longs. Donc, Ok. mais il est en projet cheveux longs en ce moment. D'accord. Donc voilà, il est balèze quoi. Mais c'est mon gros nounours. Ok. Mais sinon, mes parents, la première personne, c'était ma mère. Je Ouais. lui ai dit pendant qu'on était en train de prendre le petit déjeuner, je savais qu'elle allait bien réagir, mais c'est juste que forcément sur le coup, ça fait quelque chose quoi. T'as un peu peur. Donc je lui ai dit doucement, je lui ai dit écoute, j'aime aussi les filles, j'aime toujours les garçons, mais j'aime aussi les filles. Et ma mère, elle m'a dit, il y a pas de souci, je t'aime toujours, mais comment tu sais que tu aimes les filles? Je dis, je sais pas, c'est comme ça, quoi. Et ma mère, elle m'a sorti, oui, parce que tu sais, moi aussi, je trouve qu'un corps, un corps de femme, c'est plus beau, c'est plus beau nu qu'un corps d'homme. Et j'ai regardé, je suis sûre, mais tu veux en parler, maman? Donc, bon, j'ai jamais eu cette conversation avec ma mère, mais bon, je me dis, c'est son problème, tu sais quoi, elle est mariée à mon père, elle se démerde. Donc voilà. La troisième personne, c'était ma grand-mère, Ouais. où ça s'est passé quasiment pareil, sauf le commentaire sur les corps. Ouais. Ça s'est bien passé. Au final, elle a quand même eu un retour en arrière quand j'ai commencé à vraiment m'afficher sur les réseaux. J'étais en France et je faisais mes premières prides. C'est la première fois qu'on s'est vraiment disputé avec ma grand-mère, où elle me disait je t'aime, mais j'accepte pas tes choix de vie. Où j'ai dû lui expliquer que c'est pas des choix, Ouais. que franchement, si c'était un choix, j'aurais clairement pas choisi ça. Parce que si c'est pour se faire détester par tout le monde, laisse tomber. Donc voilà. Donc c'est notre première dispute. Au final, elle est revenue pour s'excuser et ça se passe beaucoup mieux entre nous deux. Ok. Et le dernier, c'était mon père, Ouais. où c'était le plus compliqué. Je savais que mon père allait m'aimer peu importe, et je savais qu'il allait changer sa manière de parler en faisant plus attention grâce à moi. Le truc, c'est que je pense que je voulais pas qu'il change parce que moi, j'étais dans la communauté LGBT. Je voulais qu'il change de lui-même. Ouais. Je voulais qu'il arrête de dire... je sais pas si je peux dire des gros mots. Oui, tu peux. Ok. Je voulais qu'il arrête de dire PD à chaque fois qu'il y a un mec qui le fait chier, ou enfin voilà quoi. Ouais. Ou des petits commentaires comme ça, même le mot tarlouse, il en sortait des tonnes. Ouais. Et à Tahiti, on a un mot qui s'appelle mahou, ou PTA, où c'est ce qu'on utilise souvent pour parler du coup des hommes efféminés, Ok. ou des hommes... c'est un slur, quoi, un peu la même chose que PD, en gros. Ce qui, à l'époque, d'ailleurs, n'était pas une insulte. Mahou n'était pas une insulte à l'époque jusqu'à la colonisation. Mais bon, ça, c'est tout un autre sujet. Ok.
Et du coup, je voulais qu'il arrête. Finalement, je me suis dit, bon, je lui dirai un jour. Et j'étais en France à ce moment-là, donc je le voyais moins. Ce qui était mieux pour notre relation à lui et moi. Ouais. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais l'appeler, je vais lui dire parce que, voilà. J'ai fini en larmes en lui disant, parce que j'étais tellement terrifiée. Et mon père, il me fait oh, mais ma chérie, tu crois vraiment que je ne le savais pas? Bien sûr que je sais, je t'aime toujours. Je t'ai dit, alors clairement, tu ne le savais pas, parce que si tu le savais, tu ne dirais pas autant de conneries. Ouais. Donc voilà. Mais en vrai, il l'a super bien accepté. Donc là, ça va aujourd'hui. Je sens que mes parents sont toujours un peu gênés, des fois, quand je parle de filles ou quand je parle d'une potentielle relation. Mon date avec Hokulani. Ouais. Voilà. Et je vois qu'ils sont un peu. Ils savent pas trop comment faire, mais je vois qu'ils sont pas non plus. Ils sont pas répulsés, quoi. Et tu leur as déjà présenté une copine? Jamais. Okay. Je leur ai déjà parlé une copine parce que j'ai commencé à vraiment date des femmes quand j'étais en France. Okay. Parce que à Tahiti, en tout cas à mon époque, la communauté LGBT, c'était pas aussi open que ça peut l'être ici. J'ai vraiment découvert la vie LGBT, les gens LGBT depuis que je suis ici. Du coup, j'ai vraiment commencé à date des meufs quand j'étais ici. Mais j'ai déjà parlé. J'avais une relation qui a duré 1 an et demi avec une fille qui se passait super bien. Enfin, se passait bien à l'époque. Ouais. Et j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère la connaissait de nom. Mes parents la connaissaient. Ils voyaient des photos d'elle sur Facebook. Mais ils se sont jamais rencontrés, quoi. Parce que, bon, c'est un peu compliqué vu qu'ils sont là. Oui, c'est fait loin, quoi. Ouais, mais je les ai jamais présentés, quoi. D'accord, ça marche. Et je dis... Enfin... qu'il y a plein de coming out, on en fait tous les jours, mais c'est vrai qu'on en fait un petit peu moins en tant que personne bi. Oui. Et en fait, c'est hyper cool que tu sois avec moi à la maison, là, du coup, parce que on touche plein de sujets. Oui. Et ça, je trouve ça génial. J'attends aussi d'interviewer une copine depuis très longtemps qui est aussi bi. Et en fait, vous êtes les personnes les plus cachées de la communauté, je trouve, tu vois. Et en fait... j'ai envie de savoir ce que c'est d'être bi out. Ok, ouais, je vois. Eh ben, c'est pas très fameux vu que je ne touche pas aux hommes. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai souvent utilisé ma bisexualité aussi pour me défendre, dans le sens où quand tu parles à des gens qui sont pas trop dans la communauté LGBT, tu sais, j'ai souvent ce réflexe de... Enfin, en tout cas, j'avais ce réflexe d'être ah, mais j'aime les femmes, mais j'aime aussi les hommes. Hein. Tu vois, c'était vraiment un réflexe, une façon de me cacher. Et je considère toujours aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, personnellement en tout cas, je trouve que les personnes bisexuelles, en tout cas de mon expérience, on s'en reçoit moins dans la figure que les personnes lesbiennes ou les personnes gays ou même les personnes trans surtout. Tu vois. Donc moi, je suis cis bisexuelle. Donc pour moi, personnellement, je suis pas non plus aro ni ace. Donc je fais partie, encore une fois, de mon avis personnel, de la partie de la communauté qui se fait le moins bâcher dessus. Bon, évidemment, il y a des petites remarques qui sont un peu agaçantes, c'est-à-dire que j'ai tout le temps peur du regard, surtout de la communauté LGBT elle-même. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, si je suis intéressée par par un homme, ou je suis un peu intéressée par un homme, et du coup, j'ai peur qu'on me révoque un peu ma carte LGBT, qu'on me révoque mon droit, et tout d'un coup, bah non, maintenant, tu es en relation hétéro, donc tu n'es plus légitime de faire partie de nous, tu vois. Il y a toujours cette petite peur du regard, toute cette petite peur, mais bon, maintenant je m'en fiche un peu, j'avoue. Et puis de toute façon, encore une fois, ma relation avec les hommes, bon, un peu mon calme maintenant, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup en ce moment, depuis un moment sur Twitter, sur Internet, des petits combats un peu en ce moment entre les personnes bi et les personnes lesbiennes surtout. Et je sais que c'est un peu la guerre en ce moment. Et avant, il fut une époque où j'étais vraiment du côté bi, où j'étais vraiment non, mais vous exagérez tout. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est pas ouf, en fait, beaucoup de choses que font les personnes bi dans leur propre communauté, quoi. Quand on a des femmes, par exemple, sur TikTok ou quoi, qui sont ah, je veux une femme, je veux une femme, je veux une femme. Et en fait, depuis le début, elles avaient un mec. Donc, bon, d'un côté, je comprends qu'elles fassent ça parce que je pense qu'elles se sentent plus légitimes et qu'elles ont vraiment envie de se montrer en mode mais non, moi j'aime toujours les femmes même si je suis avec un homme. Et d'un autre côté, je me dis c'est pas très ouf quand même d'utiliser à chaque fois cette carte et en même temps c'est pas ouf pour ton mec aussi, quoi. Parce que c'est pas ouf, et puis je pense que c'est vraiment pas simple en fait ce que tu vis aussi, quoi. Parce que même toutes les personnes bi peuvent vivre, parce qu'en fait il y a ce côté où rester caché,
Quand t'es en relation, bah ça se voit pas que t'es bi. Quand t'es en relation avec un mec, c'est ça. c'est horrible. Enfin, c'est horrible ce combat de guéguerre là de lesbiennes. Moi, je trouve que c'est qui rare, aiment hein, pas ça. Non, franchement. on s'en prend assez dans la gueule partout le monde en fait. Ouais. Il y a un moment, Non, ça franchement. suffit. Hein. Après, je suis d'accord avec la communauté lesbienne quand ils disent qu'ils se font vachement persécuter et vachement plus, qu'on dit, sexualisés. Ouais. Chez les personnes bi, ça, je suis grave d'accord en vrai. C'est juste que je trouve qu'au bout d'un moment, on peut arrêter de se Ouais, taper c'est dessus. clair, Ça c'est ne sert clair. à rien aujourd'hui. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un moment, les femmes bi, on considère qu'elles sont pas vraiment bi, qu'elles sont hétéros et qu'elles veulent juste tester. Les hommes bi, qui sont pas vraiment bi et qui sont gays et qu'en fait, ils découvrent toujours pas, quoi. Donc c'est un peu gavant. Mais bon, Oui. maintenant, j'ai un peu pris du recul là-dessus. Je vis ma propre bulle avec mes petites colocs Ouais. et mes amis, donc ça va. Est-ce que tu as envie de parler du terme qui n'était pas une insulte avant la Colonisation. décolonisation? J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu as envie de parler de ce Mais terme-là? pourquoi pas en vrai. Le truc, c'est que Tahiti, pas juste Tahiti, mais la poésie française, les dom-toms en général, Ok. c'est des îles après colonisation qui sont restées extrêmement religieuses, très très catholiques, très très protestantes, très voilà. Donc le sujet des LGBT, c'était en tout cas à mon époque. Maintenant, aujourd'hui, je pourrais pas trop dire parce que je vis plus à Tahiti. C'était très sensible comme sujet pendant très longtemps. C'était pas très accepté. Et en fait, chez les Polynésiens. De tout genre, c'est-à-dire les Tahitiens, les Hawaïens, les Néo-Zélandais, enfin les gens de Rapa Nui. Le sujet du troisième genre, c'était quelque chose qui a toujours existé dans les traditions. Et à l'époque, selon les îles, on les appelait soit les Mahou, soit les Rere. Ok. Si tu veux écrire, ça s'écrit R-A-E. D'accord, pour Rere. merci. Et Mahou, M-A-H-U. J'avais bon. D'accord. Et elles avaient des places dans la société. C'était des femmes transgenres, en fait, en gros. Les hommes trans, je pourrais pas dire parce que je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était des femmes transgenres qu'on considérait comme le troisième genre à l'époque. Et elles avaient une place dans la société. Elles étaient acceptées comme telles, comme personnes du troisième genre. Okay. Et en fait, c'était après colonisation, du coup, quand les Anglais et les Français sont arrivés à Hawaï, les Américains, où ça a un peu changé ça parce qu'ils sont arrivés avec la religion, ils sont arrivés avec le principe d'Adam et Ève, ils sont arrivés avec le principe d'une femme et d'un homme, de l'identité de genre qui est bi en fait, voilà, et surtout des rôles de genre. Donc forcément pour eux la transidentité c'était quelque chose, c'est niette quoi. Même au point où, s'il faut savoir, c'est qu'à Tahiti on a ce qu'on appelle des tikis en pierre qui sont un peu partout dans l'île, qui datent de nos ancêtres. On les respecte énormément. Quand on achète un terrain et on se rend compte qu'il y a un tiki en plein milieu, on ne construit pas dessus, on ne l'enlève pas, on ne le déplace pas, on construit autour. Voilà. Et en fait, ils avaient des appareils génitaux, les tikis, majoritairement des pénis. Et en fait, quand les Français sont arrivés, ils trouvaient ça vulgaire, donc ils les ont cassés. Voilà. Donc ils ont enlevé les pénis de tous les tikis. Donc ça, c'est un exemple de plusieurs choses que la colonisation a fait en Polynésie. Ou alors le fait d'habiller les femmes, parce que nous, on était seins à l'air. On n'avait pas le truc du coco. Je sais pas d'où c'est sorti ce stéréotype, mais il n'y a pas de coco soutien-gorge. Ça n'existait pas à l'époque. Les femmes, elles préféraient être seins à l'air que se s'emmerder à aller couper un coco en deux et se faire un soutien-gorge avec. Non, franchement. Donc non, nos femmes, elles étaient libres, elles étaient, enfin voilà. Sauf que la colonisation est arrivée, on a commencé à nous habiller. Après, j'avoue personnellement, je trouve les robes quand même vachement jolies. Je pense que c'est plus les Anglais, ça, et pas les Français, mais bon, bref, les robes étaient jolies, mais c'était quand même vachement couvrantes. Il fait chaud, c'est une horreur. Enfin, les manches bouffantes, horrible. Bref, et du coup, les personnes qu'on appelait du troisième genre, du coup, nos femmes trans, elles sont devenues exclues de la société. Les personnes, même les familles les plus traditionnelles aujourd'hui, n'acceptent pas que leur enfant soit trans dans leur famille, parce qu'il y a ce trauma générationnel, en fait, et ce trauma colonial, du coup, qui fait qu'on leur a tellement instauré dans la tête, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Si tu es ça, Dieu ne t'aimera plus, Dieu te sera fâché. Enfin, si tu sors de la binarité, c'est mort, quoi. Voilà, donc c'est très très mort. Et il y a beaucoup de documentaires, il faudrait que je les retrouve, les documentaires, sur les femmes du troisième genre en Polynésie aujourd'hui et à l'époque, et comment est-ce qu'elles vivent aujourd'hui. Il y a des témoignages sur des femmes qui se faisaient battre par leurs parents, qui se faisaient taper dessus, qui se faisaient virer de là. Beaucoup de femmes qui doivent travailler dans le travail du sexe, du coup, aujourd'hui, parce que c'est les seules choses qui sont, à l'époque en tout cas, qui étaient ouvertes à elles, en gros. Et aujourd'hui, du coup, le mot rere et mahou sont devenus des insultes, parce que, du coup, voilà, on apprend aux jeunes que c'est pas bien, c'est bizarre,
c'est pas normal, c'est pas catholique. Wow. Du coup, voilà. Et c'est vachement marrant parce qu'aujourd'hui, les familles les plus traditionnelles croient en la religion catholique, donc c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu, en Jésus, mais ils croient aussi, enfin, ils connaissent quand même un petit peu les dieux polythéistes de la Polynésie française. Je dirais pas qu'ils y croient complètement, mais ils croient aux mauvais présages, ils croient encore à ces choses-là. Donc en fait, il y a une espèce de mélange culturel un peu qui s'est interposé. Donc je trouve ça quand même vachement hypocrite, quoi. Je me dis, bien sûr. vous arrivez à garder ça, mais vous voulez pas garder les femmes trans. Donc voilà. C'est ouf. Aujourd'hui, alors je sais plus c'est dans quel pays asiatique, c'est la Thaïlande, je crois, où c'est vachement aussi ouvert sur les femmes trans. On en voit partout, elles sont partout, elles existent, elles sont là. Et ben, en Polynésie française, c'est pareil. Elles sont littéralement partout. Tu en vois partout et c'est agréable à voir. Je sais que c'était mon combat avec mon père à un moment donné parce que après mon arrivée en France, où j'ai un peu mieux, parce que moi, les identités de genre et les différentes sexualités, je connaissais pas grand-chose quand j'étais à Tahiti. On ne m'éduquait pas là-dessus. Ouais. J'ai vraiment été éduquée en France par mes amis, par ma communauté. Et du coup, quand je suis retournée à Tahiti et que je voyais du coup une femme trans, je lui parlais, j'utilisais le pronom elle, mais personne à Tahiti fait ça. Tout le monde continue à dire il. Sur beaucoup d'entre elles, ça les dérange pas parce qu'elles sont habituées. C'est un peu, c'est comme ça qu'elles vivent, mais il y en a d'autres où elles s'imposent, quoi. Elles sont non. Ouais. Et par contre, une chose dont elles sont connues à Tahiti, c'est qu'il faut pas les emmerder. Elles sont vraiment, en vrai, elles sont vraiment connues pour ça. Elles se laissent pas faire. Elles savent se battre. Il y en a beaucoup, elles sont costauds de fou. Donc, ouais, faut pas les emmerder. Elles ont vraiment un caractère, mais bon, je peux pas parler pour tout le monde, mais je veux dire, la majorité de la communauté des femmes trans de Tahiti, elles savent se battre, elles savent se défendre, elles savent qui elles sont, et elles savent pas faire en vrai. Et ça, c'est vachement cool en vrai. Vraie force à elle. Hein. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Alors, je n'ai pas de relation amoureuse en ce moment. D'ailleurs, je fais ma pub. Hein. Je suis célibataire. Je n'en peux plus d'être célibataire, d'accord? Je suis fatiguée. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, actuellement, tu vis ma vie de rêve. C'est okay? pas vrai. Ah si, je rêve de me marier. Ok, je veux une femme. Ok, c'est bon. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais être une femme au foyer pour une femme très riche. Mais ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Là, j'ai 27 ans, ça commence à faire tard là. Ok, donc si quelqu'un veut se marier et j'en veux avoir des enfants plus tard, moi, je suis libre. D'accord. Et elle est incroyablement belle. Alors attends, je vous fais une description. Alors elle est venue toute en beauté, elle est incroyable, elle slay de ouf. Donc elle a les cheveux disons au carré, d'un brun magnifique avec des yeux foncés aussi, un maquillage tout foncé avec des dessins incroyables avec un troisième œil, avec du liner fou, des mèches magnifiques sur le côté, sur les tempes, avec des boucles d'oreilles énormes. Elle est en train de saucer là. Avec un choker à clous, avec une énorme croix, comment ça s'appelle? Un pentagramme. Un pentagramme, merci. Et puis avec un haut ultra décolleté avec un pentagramme aussi au milieu. Parce qu'il fait très chaud. Il fait très très chaud. Avec une ceinture à chaîne, avec des bracelets à clous évidemment. Et c'est une jupe ou c'est une robe que tu as chaînée? Une jupe et un body, c'est un maillot de bain. Un maillot de bain body. Ouais. Et en plus, il y a un jacuzzi, donc tu pourras le tester. Tu es déjà venu en maillot de bain, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas. En plus, elle a accepté de donner son compte. Donc, elle n'est pas anonyme. Vous pourrez contacter Mahana. Donc, si vous êtes une femme ou une personne non-binaire et si vous êtes une personne de couleur, parce que je suis exclusivement personne de couleur, je suis libre. Pitié. Et monogame, s'il vous plaît. Mais en fait, tu rigoles, mais la communauté polia est énorme par ici. Et, et alors, j'ai rien du tout contre eux, mais c'est juste, bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de monogame. Je suis pas concernée. Je suis pas du tout concernée. Mais c'est vrai que, ouais, ici, pareil, j'ai rencontré plein de gens qui sont en polia et c'est super parce que c'est facile pour eux de rencontrer plus de personnes. C'est super génial. Ah, mais je suis jalouse, moi. Genre, putain, mais moi, je suis monogame, j'ai personne. Toi, t'es polia. Pourquoi t'as genre 3 copains-copines et moi, je suis en célibataire, putain, mais laisse-en pour les autres. Je sais pas. Est-ce que t'es sur des applis? Ah oui. Ouais. Je suis sur Hinge, sur Her, sur Tinder. Ah, mais je te dis, je cherche. Hein. Ouais. J'ai même élargi sur plusieurs kilomètres. Parce que moi, ça me dérange pas les relations avec tant que ça reste en France, évidemment, parce que bon, faut pas déconner. Ouais. Donc voilà. Mais bah, tiens, est-ce que je peux parler vite fait de Hokulani? Mais bien sûr. Hokulani est un ami à moi depuis quelques années, mais on n'était pas non plus hyper besties, quoi. C'est juste, on se connaissait et ça faisait du bien de rencontrer une personne qui est
polynésien et queer. Ouais. Donc, ce qui est vachement rare quand même. En plus, le cas de Hokulani, c'est qu'en plus, il est gender queer. Oui. Donc, ça, encore plus, quoi. Tahiti, ça se voit pas. Et le truc, c'est que Hokulani et moi, on était potes. J'avais rencontré son ex à l'époque. Très gentil, d'ailleurs. Adorable. Mais c'est juste, on était partis en date parce qu'on s'était dit, en vrai, pourquoi pas? Ouais. Le truc, c'est que moi, personnellement, quand quelqu'un devient mon ami, je n'arrive pas à faire ce switch Ouais. ami-romance. Mais je me suis dit, tu sais pas, Mahana, peut-être que tu n'as pas essayé. Donc, je lui en ai parlé, je lui ai dit, allez, viens. Parce qu'il faut savoir, c'est que Hokulani représente tout ce que je pourrais rechercher chez un partenaire. Bah ouais. Ah, mais vraiment. De ouf. Sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan tout ce que tu veux. Le seul bémol, c'est que Hokulani ne veut pas d'enfant plus tard. Ouais. Et ça, c'est mon... Je peux pas. Je peux pas parce que là c'est vraiment mon projet de vie, je sais déjà ce que je veux plus tard et ça va me casser dans le truc. Ouais. Et aussi parce que je pense aussi que c'est parce que c'est trop mon ami aussi, genre je n'arrive pas trop à faire ça. Mais il a été très romantique pendant le date, hein. Il m'a apporté des fleurs. Oui, je sais. Il m'a offert un requin en peluche. J'adore les requins que j'ai appelé Keisha. Je l'adore. Donc franchement génial. Mais non mais et j'avais parlé de Hokulani à ma mère. Ouais. Parce que quand j'étais rentrée à Tahiti avant le date avec Hokulani. Ouais. Et je lui ai rapporté des trucs de Tahiti parce que Hokulani a une boisson qu'il adore, qui ne se trouve qu'à Tahiti. Donc je lui ai rapporté, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit oui, c'est pour une fille et tout. Enfin, pour une fille, pour une personne, voilà. Mon frère m'avait dit ah mais c'est bien, tu ramènes un Tahitien à la maison. Je suis genre mais t'as vu ça? Je suis tombée sur le bingo en fait. C'est clair. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis je perds pas espoir de retrouver quelqu'un d'autre quand même, tu vois. Mais voilà. Mais à la place, écoute, Hokulani, on est très bon amis et je l'adore. Ouais, c'est une personne incroyable. Ah franchement, je l'adore. Et du coup, c'est très bien qu'on parle de Hokulani, mais qu'est-ce que cette personne fait qui te rend heureuse? Comme j'ai dit, c'est justement rencontrer quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBT, qui en plus, moi, rencontrer des Tahitiens, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma relation avec juste les Tahitiens en général, ça a toujours été très compliqué, parce que je suis pas du tout ce qu'on peut dire comme traditionnel, quoi. Ouais. J'adore mes traditions, j'adore la Polynésie, c'est magnifique, j'adore les gens qui vivent là-bas. Mais c'est vrai que j'ai toujours été... quand j'étais mon enfant, j'étais gothique déjà. Aujourd'hui, je me considère plus gothique, mais alternative. Mais bon, pour les gens, c'est un peu la même chose, pas très grave. Mais voilà, je suis alternative, je suis queer, je suis militante aussi à côté. Donc, et à Tahiti, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne sont pas hyper militants, quoi, parce que la vie, elle est considérée un peu comme à la douce, à la cool, faut pas trop se plaindre, faut pas trop... voilà, quoi. Okay. Après, encore une fois, peut-être que les mœurs ont changé, surtout avec la nouvelle génération, donc ça sera super. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu... j'ai jamais réussi vraiment à connecter avec les gens directement de là-bas. Et quand je suis arrivée en France, j'avais le mal du pays, j'avais envie de rentrer, j'avais envie de rencontrer des Tahitiens. Et à chaque fois que j'en croisais dans la rue, je disais bonjour. Parce qu'à Tahiti, ça se fait en fait. Quand tu reconnais un Tahitien, tu vas dire bonjour. Chaque fois, on me regardait mal. Ouais, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté en fait d'aller vers les Tahitiens. Ce qui était un peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque un peu dans ma vie aujourd'hui, c'est d'être entourée par des gens qui viennent de mon île, quoi. Du coup, d'où la rencontre avec Hokulani, qui en plus... Il est venu me parler lui-même quand j'étais en train d'acheter un bubble tea genre dans un café. Et il vient vraiment, il fait je t'ai déjà vu quelque part. Et vraiment, je suis genre, waouh, dans quelle fête j'étais bourrée, j'ai oublié. Parce qu'à ce moment-là, j'allais tout le temps à des fêtes d'intégration de mon école, donc j'étais tout le temps bourrée. Voilà. Genre, je disais, mais je me rappelle pas du tout, toi, si jamais on s'est déjà rencontrés. Il fait, mais si, t'es la Tahitienne de TikTok. Et je me suis dit, ah ouais, je suis Britney Spears en fait maintenant. Parce que, en fait, j'ai 30K abonnés sur mon TikTok. Mais oui, mais en fait, je crois que c'est toute l'île de Tahiti en fait qui me follow. Et franchement, j'ai un peu abandonné ce compte parce que maintenant j'ai un compte dessin, tu vois, où j'ai beaucoup moins de followers. Mais en fait, c'est juste que l'ancien compte, j'avais juste fait des vidéos hyper cringe. En plus, quand je regarde maintenant, où c'est la différence, les différences que j'ai découvert entre la Polynésie et vivre en France, quoi. Et du coup, j'avais plein de Tahitiens qui étaient dans mes commentaires, qui étaient en mode ouais, t'as grave raison là-dessus. En plus, je me reconnais pas du tout ces vidéos parce que c'était dans une période où j'ai arrêté de m'habiller alternative. J'étais très normise. Et à chaque fois que je vois les photos, je me dis mais qui est cette personne? Vraiment, j'étais maquillage très discret, le eyeliner qui faisait genre un petit millimètre là, un petit rouge à lèvres discret, la fleur à l'oreille tout le temps. Je pense que c'était une période où j'avais vraiment envie qu'on me reconnaisse en tant que polynésienne aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Donc voilà. Donc évidemment, avoir rencontré Hokulani, ça a quand même apporté beaucoup de choses dans ma vie, quoi, parce que déjà quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me connaît. Et je pense aussi, parce que j'ai entendu aussi le podcast de Hokulani, et aussi parce qu'il m'en avait parlé, dans l'autre sens, ça l'a beaucoup aidé aussi, parce que lui, il a du mal à se connecter avec tout ce qui est la Polynésie, vu qu'il a grandi en France. Il est né non, il n'est pas né en France, mais il a grandi en France. Donc,
Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et en vrai, moi, je peux comprendre que... je sympathise avec les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir grandir avec leur propre culture. Parce que moi, j'ai eu la chance, quoi. Ouais. Je sais pas parler tahitien, mais je sais insulter en tahitien, ça c'est différent. Et je sais dire des ordres en tahitien, parce que ma grand-mère me donnait souvent des ordres en tahitien. Donc voilà. Mais sinon, non, je dirais que mes relations les plus importantes dans ma vie aujourd'hui, c'est mes relations amicales, je dirais queer platoniques, Ouais. avec mes deux meilleures amies, donc mes deux colocs. Ouais. Est-ce que tu veux les appeler? Oui. Elle s'appelle comment? Alors, il y en a une, elle s'appelle Julia, Ouais. et l'autre, c'est AD. ADE. Ok. Alors, on est toutes les trois queer. Julia et moi, on est toutes les deux des femmes cis, AD et non-binaires. Ok. Et en fait, elles m'ont beaucoup aidée parce que, comme j'ai dit, j'avais une période où ça allait pas du tout, où vraiment, j'étais pas sous médication encore. J'avais pas de... Bon, j'ai toujours pas de psy, mais j'arrive pas à trouver de psy encore. Ouais, c'est Très compliqué. Mais en tout cas, je n'avais pas d'aide. J'avais rien. En fait, j'avais pas d'aide. J'étais pas bien. Ça n'allait plus dans ma vie. J'étais encore en restauration. Enfin bref, c'était le plus bas de ma vie. Et en fait, je pense que si Julia et Adé n'étaient pas là dans ma vie, c'est un peu triste à dire, mais je pense que je ne serais pas là aujourd'hui encore. Quoi. Et en vrai, elle me rapporte beaucoup tous les jours. Je ne suis pas encore prête à ne pas de vivre sans elle, j'avoue. Peut-être que je suis un peu trop dépendante parfois d'elle, mais je travaille dessus. Et bon, voilà. Mais franchement, je les adore. Elles sont super. Et elles m'aiment... Comment dire ? C'est pas qu'elles m'aiment malgré... mais elles m'aiment peu importe. Ouais. Donc du coup, ça m'aide beaucoup. Et moi, je les aime beaucoup en retour et je sais qu'elles ont besoin parfois de parler aussi et ça fait du bien. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on est un trio qui est fonctionnel à 100%. Il y a des fois où ça ne va pas, il y a des fois où ça n'a pas allé, ça a failli éclater, ça a failli avoir des problèmes. Mais on apprend de jour en jour, tu vois, et on se dit, là, on a gaffé, on en parle et on essaie d'améliorer ça, quoi. Mais c'est des belles relations. C'est franchement des belles relations. Parce qu'on parle souvent des relations, on parle souvent des amis qu'on a depuis notre enfance et pas des amis qu'on se fait quand on commence à devenir adulte et qu'on commence un peu à se découvrir en tant qu'adulte. Bien sûr. Quoi. Donc, ouais. Et c'est difficile de faire des relations quand on est adulte. Ça, c'est un sujet aussi qu'on aborde souvent dans le podcast. Comment rencontrer des gens quand on est adulte, quand on a une famille même, comment se faire des amis, quoi. C'est ça, parce que moi, j'ai eu la chance d'être en école d'art, donc forcément, j'étais entourée par des personnes, parce que les écoles d'art, c'est 80% de personnes queer, d'accord ? Ouais. Donc forcément, c'était facile de trouver des gens qui avaient les mêmes goûts que toi, qui avaient les mêmes intérêts que toi, qui avaient les mêmes orientations que toi. Donc ça, c'était facile. Maintenant que je suis une adulte qui travaille dans le milieu de l'éducation nationale, bon, à part travailler avec Julia, parce que je travaille avec elle, du coup, mes autres collègues, je les aime beaucoup. Mais niveau queer, identité, bon, il n'y en a pas des masses. Donc, bon. Et on a besoin d'amis queer. Oui, on a franchement besoin d'amis queer. C'est plus facile d'être ami avec des personnes queer quand on est queer. Oh, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec la queerness qui soit positive ? Exactement. Voilà, exactement. Dans le travail, je suis, comme je suis ouvertement queer, je vais pas le crier sur les toits, mais je veux dire, il suffit juste qu'à me regarder et en général, voilà. J'ai encore des gamins qui m'embêtent un peu, c'est souvent quand t'es une fille qui travaille dans un lycée, ils sont en pleine croissance, ils vont te draguer à chaque fois, genre bon... Non, Brahim, ça ne m'intéresse pas, merci. Déjà, tu as 12 ans. Enfin, non, il a 16 ans, mais bon, voilà. Et en plus, regarde-moi, enfin. Bref. Mais du coup, oui, j'ai... Quand on a les codes, on te reconnaît. C'est ça. Et Julia aussi, d'ailleurs, vu que Julia, elle est pan. Et du coup, ça aussi, elle se le cache pas, quoi. Je dis pas que sur Julia, ça se voit, mais comme c'est une artiste aussi, donc elle attire les gamins qui sont artistes. Et les gamins artistes sont très souvent... pas hétéro non plus. et du coup, j'en ai plein des... Il y en avait une qui m'a fait tellement rire. C'est une gamine, elle se sentait pas bien, elle faisait une crise d'angoisse. Et souvent, quand les gamins font des crises d'angoisse, souvent en ce moment, parce que c'est le bac, c'est les... Voilà. Ils sont soumis à des trucs hardcore. En vrai, c'est hardcore. Hein. Vraiment, l'éducation nationale, c'est hardcore. C'est de pire en pire. Oh oui. Et du coup, on a souvent des crises d'angoisse, souvent des paniques et tout. Et il y a cette gamine qui faisait une crise d'angoisse, donc souvent quand ils en font, ils veulent pas aller voir l'infirmière en fait. Ils veulent se calmer dehors tout seuls. Donc moi je m'assois quand même à côté d'elle, on est sur des escaliers dehors. Et bon, je ne suis pas aveugle, ça se voit quand même sur cette gamine qu'elle n'avait rien d'hétéro. Hein. Franchement,
sais, elle avait vraiment, tu sais, le chignon lesbienne, je sais pas comment expliquer, le chignon bien plaqué, là, avec le petit truc là. Elle avait le piercing à l'arcade, tu vois. Comme moi. Voilà. Elle était habillée pantalon, t-shirt, les jambes écartées, tu sais, quand elle s'assoit, c'est bon quoi. Les bagues, Oui. les bagues et la montre, enfin bref. Du coup, bon, j'ai rien, mais juste je reste à côté d'elle. Et là, elle commence à se calmer. Et il y a une fille qui passe, une autre élève. Une jolie élève, tu vois. Donc la gamine, elle lève les yeux, elle la regarde passer, mais tu sais, elle la regarde pendant un long moment. Ouais. Donc après, je la regarde, je fais, elle est jolie, hein. Et du coup, elle me regarde, elle fait, peut-être, je sais rien. Et du coup, je suis genre, non mais c'est bon, tu peux me dire, tu la trouves jolie, puis voilà. Enfin, je veux dire, je suis pas aveugle, ça se voit. Et du coup, elle me fait, ah mais comment tu sais? J'ai dit, tu te fiches de moi, regarde-moi. On avait un autre élève qui aussi était un élève trans, mais il vient plus à l'école, donc je sais plus. Mais oui, enfin, on en a plein. On en a plein. Okay. Surtout qu'à côté, Julia et moi, on a ouvert un club d'art. Parce qu'en fait, j'ai décidé d'ouvrir des clubs, parce que je voulais faire un peu comme aux États-Unis, où ils ont tous des petits clubs, tu sais. Ouais. Et du coup, on a ouvert un club d'art, sauf que aux yeux de mes responsables, donc les CPE, le directeur, il fallait absolument qu'il y ait des cours, en fait, s'il y a un club d'art. Parce que pour, ouais, voilà, tu vois. Okay. Parce que pour moi, un club d'art, c'est genre, bah, on leur donne accès à une salle et ils s'amusent, tu vois. Bah oui. Non, du coup, des cours d'art. Donc, j'ai dit, OK, je vais prendre le club d'art, moi et Julia. Donc, on donne des cours d'art le mercredi après-midi. Mais non, chacune notre tour. Ouais, 2 heures à chaque fois. Beaucoup de positivité à ce niveau-là. Et aussi, même pour les personnes non queer, voir une AED qui... Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent que je fais pas mon âge. Parce qu'effectivement, je vais avoir 27 ans. Ouais. Et ils me disent tous, ah, mais moi, je croyais que tu avais 19 ans, 21 ans. Je dis, bon, t'abuses peut-être un peu là. Mais juste, visuellement, je suis très alternative. Quand je vais au lycée, je me cache pas dessus. Je me maquille toujours à fond comme ça. Et du coup, ça leur plaît, entre guillemets, à certains élèves. Tu vois, ils se sentent plus à l'aise un peu à venir parler parce que j'ai l'air plus proche de leur âge. Donc, voilà. C'est ça, c'est cette relation de confiance que tu crées avec eux, quoi. Ouais, ouais. Trop bien. Franchement, ouais. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer, Mahana? Effectivement, j'ai toujours été dans les communautés queer, toujours dans les communautés, voilà. Mais j'ai toujours été plus militante dans la communauté de couleur, plus que dans la communauté queer. J'adore le cinéma, mais moi, ce qui m'importe surtout dans le cinéma, c'est la représentation de couleur. Si la représentation de couleur est queer, ça c'est le plus gros bonus, franchement. Mais il y en a pas beaucoup, hein, voilà. Ouais. Là, j'ai ouvert un compte Instagram où en fait, j'essaye d'organiser des petits rassemblements de personnes queer de couleur. Ok. Donc là, j'ai eu le premier rassemblement. On a fait un pique-nique l'année dernière. Bon, par contre, ça fait partie de ce genre de projet où je me dis ouais, ça serait trop cool si je faisais ça. Et en fait. Je m'y occupe presque pas, mais je vais le refaire cette année. Je me dis déjà une fois par an, c'est déjà pas mal pour moi pour commencer. Très et bien. après, voilà. Donc, on s'est vu l'année dernière avec... là, c'était que mes amis pour l'instant. Et après, éventuellement, ouvrir pour que les gens ils entendent parler au fur et à mesure. Ils peuvent se rejoindre à nous, quoi. Parce que voilà, ça permet d'être entre nous. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Et même moi, au final, en fait, quand je me rends compte, je me dis, mais je sais pas tant que ça, en fait, des amis de couleur queer. C'est ouf. Je suis fière de là où j'en suis, de mon orientation sexuelle, ou de mon ethnicité et du mélange que je peux faire aujourd'hui. C'est vrai que c'est très compliqué parce que très souvent, les gens qui sont dans ma situation, on peut arriver à des moments où on a des crises de l'identité. J'ai envie d'avoir l'air plus queer, donc je me teinte les cheveux, je me maquille d'une manière très extravagante, je m'habille de manière extravagante. Mais tout d'un coup, je n'ai plus l'air d'être l'ethnicité dans laquelle j'ai grandi. On a envie d'être plus ça, donc on arrête, on change, on retourne à ça. Moi, j'avais les cheveux orange pendant très longtemps. Et en fait, je me suis dit, j'adore, mais en fait, je ressemble plus du tout à une Tahitienne, là, en fait. Et du coup, j'ai tout rasé, j'ai recommencé. Et voilà, c'est très dur de faire des mélanges là-dessus. C'est très dur de se faire accepter des deux communautés en même temps. Oui. Mais je sais qu'on peut y arriver, en fait. Je sais que là, les mœurs changent, ça change. Et je sais qu'en Polynésie française, ça change. Je sais que de génération en génération, on arrive à changer de plus en plus. Rien qu'avec mes élèves, de ce que je vois, on leur donne chaque année 2 ou 3 cours d'éducation sexuelle. Et dans ces cours d'éducation, enfin, on n'appelle pas ça les cours d'éducation sexuelle. C'est on les appelle ça EVARS. Et ben, rien que ça, je suis choquée parce que je me suis toujours portée volontaire pour faire partie de... Parce qu'il faut toujours un surveillant pour surveiller les élèves à ce moment-là. Je me suis portée volontaire sur quasiment tous d'entre eux parce que c'est très intéressant. Surtout avec les élèves pros, justement, qui sont majoritairement de couleur. Majoritairement, il y en a qui ne parlent pas beaucoup français de base aussi parce qu'ils viennent à peine d'arriver. Donc, c'est très intéressant de voir avec eux. Et en fait, on parle d'identité de genre aussi. On parle d'orientation sexuelle. On parle de harcèlement au lycée. Et on parle surtout de consentement. Et ça, franchement, c'est des sujets. Je n'ai jamais eu ça quand j'avais leur âge. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'était juste moi. Moi, on m'a appris à ne pas avoir de relations sexuelles parce que je vais tomber enceinte, à mettre un préservatif et à quoi ressemble un pénis. Voilà. Mon propre corps, je ne l'ai pas appris jusqu'à très longtemps. Tu sais que j'ai seulement appris grâce à Orange is the New Black, la série, qu'on avait une urètre.
je ne savais pas. Voilà, moi je pensais que tout passait par le même endroit. Donc voilà. Cette scène d'Orange is the New Black, elle est incroyable. Ah oui. Franchement, en plus, ça m'a fait rire parce que c'était une femme trans qui apprenait en plus à Oui. toutes les autres femmes cis qu'est-ce que c'est une urette. C'est Et la c'est- veine Cox. Ah Elle ouais, est incroyable. elle est incroyable. Ben, elle est dans un documentaire qui est génial. Oui. C'est la représentation des personnes trans dans les médias. Sur J'ai Netflix, il est incroyable. adoré. Franchement, j'ai adoré. Identité trans au-delà de l'image. Ah oui, voilà. Sur un message positif, c'est que je vois en fait que les mœurs commencent à changer, même si c'est pas parfait et même avec la montée de l'extrême droite justement, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais moi, je vois dans mes élèves, rien que dans mes élèves qui se battent, qui osent dire en fait quand il y a des choses qui vont pas, alors que moi à l'époque, j'osais jamais. Leur cours d'éducation sur la vie affective et sexuelle, je le vois à la télé, dans les documentaires en fait. Et en fait, je vois que les mœurs commencent à changer. Et franchement, ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et j'espère que ça atteindra très vite les communautés de couleur justement parce que je pense que on en a vraiment besoin dans ces communautés, vraiment. Ouais. Parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, les traumas coloniales en fait font que c'est très compliqué aujourd'hui quoi de pouvoir s'exprimer en tant que personne queer ou personne queer en fait dans les communautés de couleur. Mais ouais. Merci beaucoup pour tout ça, ouais, carrément. Et ben du coup, ça va être le moment justement de pouvoir parler de ce documentaire. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta, Mais- soit queer et positif? De base, je voulais parler de Dragon Age, mais je vois que quelqu'un avait déjà parlé de Dragon Age. C'est pas grave, on peut en reparler. Hein. Dragon Age, vraiment. C'est vraiment... Ah non, mais franchement, j'adore. Hein. Depuis Origine, je suis le truc. Et ça a toujours été queer depuis Origine. Oui. Je crois que même un des gars qui travaille là-dessus est gay. Ouais. Il me semble, du coup, c'était pour ça justement qu'il y avait une meilleure... Voilà. Bon, niveau représentation de Kula, par contre, ça, je peux en dire des tonnes, parce que c'est pas ouf. mais bon, on va rester sur les personnes LGBT, c'est génial. Et j'adore le fait que justement, ils aient rapporté un personnage non-binaire dans Vanguard. C'est vraiment plus à jour, je trouve, Vanguard, franchement. Je trouve ça quand même dommage que BioWare ait dû attendre quand même jusqu'à Vanguard pour pouvoir s'étendre niveau représentation queer et couleur. Parce que, voilà. Mais on va dire que c'est quand même, vachement bien. Quoi. Ouais. Mais sinon, à côté de ça, dans les films que j'ai regardés qui peuvent rassembler du coup représentation de couleur et représentation queer, Moonlight. Ça me dit rien, vas-y. Incroyable ce film, il est incroyable, il est beau, il y a pas beaucoup d'action dedans, on va pas se mentir, hein. C'est très mou, c'est très voilà, mais c'est beau à voir, c'est beau. Déjà visuellement c'est magnifique. Ils ont gagné un prix d'ailleurs. Et en fait ça parle d'un garçon noir qui a grandi dans l'équivalent de la cité en gros aux États-Unis, qui a une maman, il a pas de père et il a une maman qui est droguée, enfin voilà. Et en fait il se fait vraiment recueillir un peu entre guillemets par un autre couple qui est aussi noir. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé important dans ce film, c'est déjà, on ne parle pas beaucoup de la représentation queer, surtout gay, en fait, chez des hommes noirs aux États-Unis qui ont vécu dans ce genre de milieu. Et il y a une scène qui m'a énormément marquée dans ce film. Et en fait, on a cet homme, du coup, qui a vraiment recueilli cet enfant qui, c'est pas son père, mais il a joué comme son père, en gros, dans sa vie. Et c'est un homme qui connaît la violence des rues, alors je crois qu'il y avait des histoires de drogue et de gangs et tout ça. Mais malgré tout ça, parce qu'on a vraiment ce stéréotype un peu de l'homme noir aux États-Unis qui est très dur, très voilà. Et en fait, il y a cette scène où ce gamin, en fait, il se fait traiter de fagotte en fait par ses amis, par des jeunes de la rue. Et quand il demande à cette espèce de représentant de son père, quoi, qu'il lui dit mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que c'est un fagotte, tu vois? Et le papa, il dit, fagotte, c'est un nom horrible pour décrire des hommes qui aiment des hommes. Et du coup, le gamin, il dit, est-ce que moi, je suis un fagotte? Et du coup, le papa, il dit, alors, tu n'es pas un fagotte, mais tu peux être gay. Peut-être que tu l'es, et c'est OK. Et en fait, il y a vraiment cette discussion, en fait, et moi, je trouve ça très important. Déjà, dans la représentation de vraiment... Parce que dans tout ce qu'on parle de masculinité toxique, on met souvent l'homme noir comme étant le summum de la masculinité, ce qui a... D'où le nombre de problèmes qu'il y a eu aux États-Unis, parce qu'on pense que l'homme noir va nous voler nos femmes blanches, on pense que l'homme noir, voilà. On représente vraiment l'homme noir comme étant l'homme par excellence, quoi, l'homme viril. Et en fait, dans ce film, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait vraiment ce côté de la douceur d'un parent noir qui parle à son fils noir. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est très beau. Mais sinon, un autre film que j'ai regardé, c'est... alors, je ne sais plus le titre en français. Je crois que c'est Mademoiselle en français. C'est The Handmaiden. C'est coréo-japonais, je crois, ou peut-être juste coréen. Et en fait, c'est génial comme film. Alors déjà, il est très long.
Il a énormément de plot twists dans ce film. Une jeune fille coréenne qui a été du coup retenue pour être la demoiselle, celle qui s'occupe en gros d'une dame japonaise qui de la haute société. Et en fait, toutes les deux, elles vont commencer à se connaître et tout, d'où leur romance qui va commencer, quoi. Le seul bémol que je peux donner à ce film, c'est que ça a été écrit par un homme. Ok. Donc, forcément, il y aura des trucs, genre les Ouais. scènes érotiques, bon, je me serais bien fait sans, parce Ouais. que c'était pas très intéressant. Mais ouais, mais sinon, voilà, parce que moi, personnellement, j'avais regardé un film, La vie d'Adèle. C'était le pire film que j'ai vu de ma vie. Le pire. Et j'avoue, j'ai lu aussi, parce que tout le monde... Alors, mes camarades de classe, j'avais une camarade qui est bi aussi, je crois, qui m'a dit non mais je te jure la BD elle est mieux, mais rien du tout. J'ai lu la BD, bon là pour le coup ça a été écrit par une femme, j'ai trouvé horrible, enfin personnellement j'ai vraiment pas aimé ce livre, La quoi. vie d'Adèle, moi je l'ai regardé. Alors, j'étais pas queer à l'époque, mais Ouais. j'étais dans un placard fermé à triple tour. Mhm. Mais wouhou, la scène de sexe était particulièrement hot pour moi. Ouais, Mais non par ça contre, je peux comprendre voilà. en vrai quand on découvre. Ouais. Mais le reste du film, c'était n'importe. Voilà. Ah non mais vraiment en plus la BD, voilà, ça m'a énervé. Moi ça m'a énervé. En fait j'aime pas j'adore les histoires queer qui se finissent bien. Bah oui. En fait, c'est-à-dire qu'on vit déjà dans une société où c'est compliqué et c'est dur. Si en plus ma romance queer, elle se finit mal, c'est bon quoi. Sinon, il y a une bonne série, je crois qu'elle a été annulée par contre, mais c'est dommage parce que c'est une très très bonne série qui s'appelle Our Flag Means Death. Ok. Et en fait, ça a été écrit par Taika Waititi, qui lui, du coup, est néo-zélandais. Donc, c'est un Polynésien. Donc, forcément, ça m'intéressait déjà, quoi. Un petit aparté, apparemment, Taika Waititi est un sioniste. J'ai pas cherché, donc voilà. Mais la série est vraiment bien. Il a créé des trucs très populaires comme Jojo Rabbit ou The Boy, où il a travaillé sur les derniers Thor, tout ça. Il fait beaucoup d'humour, en fait, dans ces séries. Oh, il a écrit What We Do in the Shadow. Ok. Le film, la série, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait Our Flag Means Death. Et dedans, il incarne, parce qu'il joue dans ses propres films, et dedans, il incarne de Barbe Noire, qui, du coup, va rencontrer un espèce de pirate qu'on appelle le pirate gentleman. Ok. C'est un peu un petit gosse de riche qui décide de devenir un pirate du jour au lendemain. Et en fait, il y a une grosse romance entre les deux. Et franchement, c'est très, très bien fait. C'est très drôle, c'est très attachant. Et ce que j'adore dans cette série, c'est qu'il y a énormément de personnages d'arrière-plan qui sont tous queer et tous de couleur. Il y a Trop très peu de bien. personnages blancs dedans, donc franchement, forcément, ça me plaît. Donc, ça a l'air chambé. franchement, c'est grave chouette, hein. C'est très rigolo comme série. Bon, forcément, il y a des moments qui sont un peu tristes, mais sinon, la majorité du temps, c'est très fun. Franchement, c'est très, très fun. Ok. Et sinon, au niveau dessin animé, je sais qu'il y a Kipo. Je connais pas du tout. C'est une série que j'avais regardée grâce à Netflix, que j'ai adorée. Ok. Et en fait, déjà, j'ai adoré parce que ça met en scène trois enfants, en fait, et aucun des trois n'est blanc. Donc, Ok. du coup, tu as 2 enfants noirs et une personnage principale qui est Blasienne, donc elle est asiatique noire, ce que je n'ai jamais vu dans un dessin animé de ma vie. C'est clair. Bon, elle est mauve, hein, mais bon, ça, c'est pour une autre raison. Donc, faut pas s'étonner si on voit pas sa couleur de peau. Mais en fait, ce que je trouvais ça intéressant de cet animé, et peut-être que je me trompe, mais normalement, c'est le cas, c'est le tout premier dessin animé visé vraiment petite enfance, enfin, non, pas petite enfance, mais visé ado, voilà, où un personnage dit clairement, haut et net, sans, j'utilise des mots à côté, sans bégayer, sans rien, qui dit « je suis gay ». Ok. Et je n'avais jamais entendu ça dans un dessin animé. Et du coup, c'est le personnage masculin de leur trio qui est gay, du coup. Et moi, je me suis dit, ça va s'arrêter à là. Et ben non, il a son petit love interest un peu plus tard avec un garçon. Et franchement, j'ai bien kiffé cette série. Elle était très attachante. Ça s'appelle Kipo and the Age of Wonder Beast. C'est ça. Et je pense que toutes les personnes qui sont fans des dessins animés comme Shira ou voilà, je pense qu'ils adoraient ce dessin animé, franchement. Et ben Très c'est musical aussi. Hokulani qui m'a dit Shira, du coup. Ouais, bah, ça m'étonne pas de Hokulani. Par hasard. Mais oui, mais l'esthétique, elle est incroyable. Ouais. Magnifique. Non, franchement, c'est très mignon et c'est très musical, hein, encore une fois. Et elle chante très bien en plus Kipo. Donc, non, franchement, je recommande de fou. Hein. Trop bien. Franchement, oui. Ma prochaine question, c'est as-tu un ou une prochaine invitée à me recommander? Oui, alors j'ai un ami qui s'appelle Ethan. Ouais. Et en gros, moi, je le recommande personnellement parce que Ethan est d'origine vietnamienne et queer. Du coup, moi, je trouvais ça intéressant justement qui a grandi dans sa culture aussi. Ok. Donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre en... Je lui ai demandé, hein, il a dit qu'il était d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. On peut le citer en plus. Donc oui, voilà, il n'y a pas de souci. Très bien, j'ai hâte de rencontrer Ethan. Et est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue?
j'ai pas vraiment de personnes précis en tête, mais je sais que beaucoup de jeunes queer, surtout, je pense, qui viennent me voir et qui me disent « J'adore ton style, j'adore comment t'es habillée. » Bah si, une fois dans le normal, dans un magasin normal, j'étais en train de regarder mes trucs et il y a une personne qui arrive et j'étais vraiment habillée en mode sorcière, quoi. J'avais un gros chapeau, voilà. Et là, elle fait « Excuse-moi, j'adore tes chaussures, j'adore ton chapeau, j'adore ta coiffure, j'adore ton maquillage. » J'ai dit « Wow, merci, c'est gentil, mais c'est mignon. » Des fois, j'ai des photographes aussi qui m'arrêtent dans la rue pour me demander des photos et à chaque fois ça m'abasourdit, quoi, et je me dis waouh, quand je t'ai dit, je me sens comme Britney Spears maintenant, hein. C'est ouf, quoi. Je me dis ah ouais, ok, d'accord. Et surtout que c'est mimes parce que souvent quand je suis dans la rue toute seule, j'ai mon casque et je ne souris pas parce que je ne veux pas que les hommes me parlent. Bah oui. Parce que ça arrive souvent. Et parfois, ça les stoppe pas. Ils se mettent devant toi, ils sont comme ça. Mais non. Mais du coup, quand une personne s'approche de moi pour me parler et pour me dire « Waouh, j'aime trop », tout d'un coup, tu sais, t'as le sourire et tout. Et je sais qu'une amie m'avait dit « Mais ça me choque parce que là, tu passes vraiment d'un resting beach face à genre gros sourire et tout. » Je sais que ça choque aussi les adultes. Enfin, je suis une adulte, mais je veux dire, t'as compris. Les adultes et les personnes âgées, quand tu sais, je les bouscule par accident, je fais un truc et je fais genre « Oh, pardon, je suis désolée. » Tu sais, j'ai vraiment ma petite voix de customer service, tu vois. Je suis vraiment hyper mignonne avec les gens et du coup, ça les choque un peu, tu vois, parce qu'ils se disent ce qui cette punk qui en fait, elle est pas du tout punk. Ça me fait trop rire. Trop bien. Surtout que forcément, les gens, ils ont une image de moi qui est très à l'opposé de ce que je suis vraiment. Déjà, j'aime pas le métal, j'aime pas le rock, donc vraiment, ça les voilà. Donc, le niveau de ma personnalité aussi, ça tend toujours à quelqu'un de très très froid ou alors très sérieux ou très comment dire, qui sont très dans la défense, mais en fait, pas du tout. Alors là, ah non, je suis une victime, moi. C'est... Trop bien. Ma dernière question, c'est une question bonus que je pose pas à chaque fois parce que des fois on répond dans l'échange. Là, on n'y a pas répondu. Du coup, c'est pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast ? Pour la fame, non. En vrai, personne l'a dit. J'aime bien. J'adore quand on parle de moi, j'adore quand on me pose des questions. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est un peu vrai, je suis Gémeaux. Mais non, mais en vrai, c'est parce que je trouve ça intéressant, en fait. J'ai jamais été... En fait, les podcasts, c'est quelque chose qui est relativement nouveau encore pour moi. Oui. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts de base. À un moment donné, j'ai écouté les podcasts de Drew Fualo, où c'est une femme polynésienne, du coup, qui est sur TikTok. Et en fait, elle est hyper connue sur les réseaux parce qu'à chaque fois, elle répond à des TikTok d'hommes masculins qui disent de la merde. Et elle est déglingue à chaque fois, tu vois. Et du coup, elle a fait son propre podcast où elle invite que des femmes ou des personnes queer. Oui, elles sont juste là à cracher sur les hommes. C'est trop drôle, franchement. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait démarrer un peu les podcasts. Et du coup, j'ai écouté des true crimes, des trucs d'horreur, parce que moi, j'adore tout ce qui est horreur et tout. Et du coup, après que Hokulani m'ait parlé de ce podcast, je ne le connaissais pas du tout avant. C'est là qu'il m'a dit « Mais si, tu peux écouter sur Spotify et tout. » Du coup, je suis « Ok. » Du coup, j'ai commencé à écouter, j'ai écouté. Et franchement, j'ai adoré. Et forcément, pouvoir faire partie de une communauté j'arrive plus à parler, moi. De tout ce qui a un rapport, du coup, avec la communauté LGBT, tout ça, c'est forcément quelque chose qui m'intéresse, quoi. Donc, forcément, j'essaye de plus me faire... pas me faire connaître, mais je veux dire plus m'intégrer dans des communautés de couleurs. Mais c'est vrai que je veux pas non plus délaisser le fait que je sois une personne queer. Et du coup, forcément, voilà, quoi. Donc oui, déjà parce que c'est super intéressant, parce que je pense que j'avais plein de choses à dire aussi en tant que personne de couleur et queer, et qui peut être intéressant, tu vois. Et moi, j'aime bien faire parler de Tahiti, de la Polynésie. Donc forcément, j'étais contente de pouvoir un peu yap sur mon île. Donc voilà, c'est tout pour des choses comme ça. Ah, c'est trop bien. Et aussi pour la fame. Non, t'as super bien fait passer plein de messages et plein d'idées, et c'est super. Et j'ai beaucoup de chance de t'avoir. On a beaucoup de chance. C'est un épisode hyper riche. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'adore ta maison. Et ta vie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous
pouvez écouter les épisodes d'Etc, etc. sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.